Comment lutter contre le chômage? Bonjour, je suis Françoise Diriban, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Louis de Foix de Bayonne. Dans ce cours, nous allons voir les 14 points essentiels à retenir sur le chapitre de terminale « Comment lutter contre le chômage ». Donc nous allons commencer par les définitions à connaître. La première définition, bien sûr, c'est celle du chômage. Le chômage est la situation d'une personne sans emploi à la recherche d'un emploi et disponible pour travailler. Donc le chômage, il est mesuré par deux institutions. D'une part par l'INSEE qui s'appuie sur les critères du Bureau international du travail. Cela permet de faire des comparaisons au niveau international, mais également en France, nous avons les données de Pôle emploi. Ensuite, nous avons deux calculs distincts à connaître qui se rapportent au chômage. Le premier, c'est le taux de chômage. Il correspond au rapport entre les chômeurs et la population active multiplié par 100. Et le second est le taux d'emploi, rapport entre la population active, c'est-à-dire un emploi, et la population en âge de travailler. Une autre définition à connaître est le sous-emploi. Celle-ci a un lien avec le chômage puisqu'elle correspond aux personnes qui travaillent à temps partiel mais qui souhaiteraient travailler davantage. C'est pour ça que l'on parle, quand on définit le chômage, du halo de chômage. On a les chômeurs purs et ensuite on a autour de ces chômeurs purs plusieurs cas différents, selon que les personnes sont en formation, selon que les personnes sont à temps partiel mais souhaiteraient travailler davantage, selon que les personnes soient en pré-retraite, selon que les personnes sont en train de chercher un autre emploi, etc. Donc nous avons le chômage et ce qu'on appelle le sous-emploi. Donc maintenant, nous allons voir les facteurs du chômage. Nous avons deux types de chômage. On a ce qu'on appelle le chômage structurel et on a le chômage conjoncturel. Donc pour commencer, le chômage structurel. Le chômage structurel correspond au déséquilibre sur le marché du travail, c'est-à-dire au fonctionnement, à l'organisation du marché du travail lui-même. Donc cette vision du chômage structurel est plutôt une vision néoclassique. La vision néoclassique du marché du travail s'appuie sur le modèle du marché entre la rencontre de l'offre et de la demande qui vont s'ajuster pour mettre en avant une quantité et un prix d'équilibre. Donc sur ce modèle du marché théorique, l'offre de travail provient des salariés, la demande de travail provient des entreprises et donc cet équilibre se fait de lui-même automatiquement sur le marché de l'emploi entre la rencontre et l'offre de travail. Or, notre chômage structurel est dû à des rigidités du marché du travail qui ne permettent pas cet ajustement. Donc, nous allons voir les trois règles de la concurrence pure et parfaite qui ne sont pas respectées. La première, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, le non-ajustement entre l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle l'appariement. La seconde, c'est l'asymétrie d'information. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle le poids des institutions. Alors, le non-ajustement de l'offre et de la demande, c'est-à-dire c'est un problème d'appariement. D'un côté, on n'a pas une adéquation entre les caractéristiques des emplois, c'est-à-dire des demandes par les entreprises, et des travailleurs, c'est-à-dire de l'offre tant au niveau de la localisation spatiale que des qualifications des individus et des besoins des entreprises. Et donc, ce chômage structurel apparaît quand on n'a pas un ajustement automatique entre l'offre et la demande. Deuxième cause du chômage structurel, c'est l'asymétrie d'information. Bon, sur le marché du travail, les offreurs et les demandeurs n'ont pas les mêmes informations. Pour les employeurs, il est difficile de savoir si le salarié qu'ils vont embaucher va répondre à tous les besoins du poste. En même temps, il est difficile de savoir si le salarié
une fois qu'il aura été embauché, va effectuer toutes les tâches demandées par le poste. Donc pour cela, il existe une solution pour l'employeur pour être sûr d'avoir les meilleurs employés. Il existe ce qu'on appelle le salaire d'efficience, c'est-à-dire que l'employeur va donner à certains salariés un salaire au-dessus du salaire d'équilibre. Cela va avoir une conséquence sur tout le marché du travail, puisque ça va attirer bien sûr les meilleurs salariés, mais en contrepartie, ça va payer moins les autres salariés. Les autres salariés ne voudront pas travailler pour un salaire moindre et donc cela va entraîner du chômage structurel. Maintenant, la dernière rigidité du marché du travail, c'est le poids des institutions. Donc une institution est un ensemble de règles qui encadrent et qui favorisent les échanges économiques. Dans le cas du marché du travail, nous avons plusieurs institutions. Nous avons la première institution qui s'appelle le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum en dessous duquel on ne peut pas payer les individus. Donc, on ne peut pas avoir cet ajustement automatique de l'offre et de la demande. Également, il y a différentes lois encadrant le marché du travail. Nous venons de voir les 3 rigidités du marché du travail qui sont une mauvaise asymétrie d'information, qui sont le poids des institutions et qui sont l'appariement, c'est-à-dire l'adéquation entre l'offre et la demande du travail. Maintenant, nous allons voir le chômage conjoncturel. Celui-ci est lié à l'activité économique, c'est-à-dire aux fluctuations du marché du travail. Donc là, nous allons plutôt nous baser sur une vision keynésienne. Pour Keynes, les fluctuations économiques sont dues principalement à la demande. Effectivement, pour Keynes, la demande est essentielle. D'une part, elle provient de la demande globale de consommation des ménages et des investissements des entreprises. Effectivement, si en période de récession, en période de crise, la demande va baisser. Si la demande baisse, les entreprises vont moins produire puisqu'elles vont anticiper la baisse de cette demande effective. Par conséquent, si elles produisent moins, elles vont avoir besoin de moins de salariés et donc elles vont licencier des personnes ou ne pas engager de nouvelles personnes. Donc ces personnes qui se retrouvent au chômage et qui ne sont pas engagées vont consommer moins. Cela va entraîner une baisse de la consommation globale dans l'économie et donc les entreprises vont continuer de moins produire car elles vont s'adapter à la demande, etc. Et donc c'est pour ça que l'on parle de chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel résulte d'une baisse de l'activité économique car les entreprises anticipent une baisse de la demande et donc engagent moins et on a donc un chômage conjoncturel. Maintenant que nous avons vu les 2 catégories de chômage, c'est-à-dire le chômage structurel et le chômage conjoncturel, nous allons voir les politiques que nous pouvons mettre en avant pour pallier à ces différents facteurs du chômage. Donc, quand on s'intéresse à une politique, il faut d'abord identifier le problème à résoudre. Si c'est un problème de chômage conjoncturel, par exemple, par rapport à la demande, nous n'allons pas mettre en place la même politique que si c'était un problème d'appariement. Donc, il faut identifier le problème à résoudre, identifier à quel chômage ce problème correspond, choisir un outil adéquat et ensuite expliquer l'impact attendu d'avoir mis en place cet outil. Les premières politiques que nous allons voir, c'est comment lutter contre le chômage conjoncturel. Une fois que nous avons défini le type de chômage, ici le chômage conjoncturel, nous allons voir les politiques qui peuvent être mises en place et leurs outils. Donc, pour un chômage conjoncturel qui correspond à la situation économique d'un pays à un moment donné,
pour relancer la demande, l'État peut mettre en place deux types de politiques. La première politique, ça va être une politique budgétaire de relance, c'est-à-dire que l'on va utiliser le budget de l'État. Par exemple, on va réduire le coût salarial pour les entreprises en diminuant leurs cotisations sociales et les incitant donc à engager de nouvelles personnes. On peut également distribuer plus de prestations sociales afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages et donc relancer la production au niveau des entreprises et donc engager plus de personnes. L'État peut également décider de relancer la production par des appels d'offres pour de grands travaux, par exemple. Un second élément que l'on peut utiliser, c'est la politique monétaire de relance, c'est-à-dire que la banque centrale va réduire le taux directeur, les banques de second rang vont également réduire le taux d'intérêt qu'elles vont donner à leurs clients et ainsi inciter les ménages et les entreprises à effectuer des crédits pour pouvoir consommer plus et donc relancer la production au niveau des entreprises. Donc maintenant, nous allons voir les politiques pour lutter contre le chômage structurel, c'est-à-dire contre les rigidités du marché du travail. Donc on va voir trois politiques. Les politiques d'allègement du coût du travail, la flexibilisation et les politiques de formation. Précédemment, nous avons vu que pour lutter contre le chômage conjoncturel, on pouvait mettre en place une baisse du coût du travail. De même, pour le chômage structurel, on peut mettre en place cette baisse du coût du travail pour inciter les entreprises à engager plus. Une autre catégorie de politiques sont les politiques de flexibilisation, c'est-à-dire qu'on réduit les rigidités du travail en réduisant les obstacles quantitatifs ou qualitatifs. Par exemple, en interne, on va modifier le contenu des postes, ce que les individus doivent faire. On va leur donner par exemple plusieurs tâches, les modifier. On va également modifier les contrats de travail, le temps de travail pour adapter aux besoins de l'entreprise selon le moment, la période de l'année. Le dernier type de politique qui existe, ce sont les politiques de formation. Comme nous avons vu dans le chapitre sur la croissance repose sur le progrès technique et automatiquement, il y a une création et destruction de postes, d'emplois. Donc ici, pour pallier à cela, on va développer les compétences des individus, d'une part dans la formation initiale et puis tout au long de la vie des individus, ce qu'on appelle la formation continue, afin d'adapter les qualifications de chaque personne aux besoins des entreprises et notamment au développement du progrès technique. Donc nous venons de voir les trois types de politiques, la politique d'allègement du coût de travail, la politique de flexibilisation et la politique de formation pour lutter contre le chômage structurel. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je mettrai d'autres cours du programme de terminale DCES.